Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Euh, J'espère aussi que vous arrivez à avancer sur l'ensemble de vos projets malgré le confinement. Vous arrivez à m'entendre, j'espère? Il y a un peu de différé encore avec le partage de Zoom, mais au moins avec Zoom, je pense que la qualité de l'affichage est nettement meilleure. Parfait. Donc, on va commencer. Donc, la séance dernière, nous avons présenté grosso modo le logiciel SPSS et nous avons dit qu'il s'agit d'un logiciel d'analyse quantitative. Également, nous avons dit que le sens même de SPSS, c'est de permettre également le codage des données. Je rappelle que cette séance va être enregistrée, donc à l'instar de l'ensemble des séances précédentes. Et il va être mise sur la chaîne YouTube. Pas besoin que vous puissiez rejoindre le groupe privé sur Zoom, hein, parce que la séance dernière, on a invité des participants sur Zoom, mais ça a fait que le reste soit exclu. Voilà, donc on va uniquement se contenter de Facebook parce que je pense que la qualité de l'affichage est très bien ici. Donc, euh, je vous présente maintenant l'allure d'une base de données. Je présente l'allure d'une base de données euh, qui est sur SPSS. Donc, la première des choses, c'est d'ouvrir la base de données qui est complètement codée. Donc là, je rappelle que lorsque nous voulons ouvrir une base de données ou lorsque nous voulons éditer une base de données, il faudrait que toutes les questions soient bien codées. Donc là, nous avons le nom de la variable. Nous vérifions si toutes les données sont numériques. Euh, et par la suite, on ira voir est-ce que nous pouvons éditer des choses pour préparer ces données. Est-ce que nous avons des variables manquantes ou des données manquantes euh, et est-ce que nous avons des rôles des variables. Donc, j'avais dit que les rôles des variables, plus ou moins, euh, on n'en aura pas besoin véritablement ici parce que nous n'allons pas effectuer des analyses statistiques automatisées de type data mining, mais nous allons nous contenter des rôles que nous allons attribuer à ces mêmes données. Donc, la base de données que nous avons ici, c'est une base de données où il y a cette première question. Donc, les avis, par exemple, là, nous avons l'étiquette, hein. Donc, les avis reçus sur le forum vous ont-ils encouragé pour cette structure ou pour une structure? Là, j'ai comme valeur oui ou non. Donc là, nous avons les libellés, et voilà. Et là, nous avons les noms des variables. Comme j'avais dit, idéalement, il faudrait que le nom de la variable soit composé de quelques caractères qui ne dépassent pas 8. Et comme vous voyez ici, donc là, je rappelle aussi le numéro de la question, parce que peut-être que la base de données va contenir un ensemble important
un ensemble important de données et, donc et de variables. Et donc, par la suite, il y aurait un problème pour se rappeler des intitulés des variables. Donc, idéalement, il faudrait adopter un codage qui va nous faciliter l'analyse et qui va minimiser les risques d'erreur ultérieurement. Donc, c'est une base de données issue d'un travail de recherche qui vise à expliquer l'intention d'achat et l'attitude. Hein. L'intention d'achat, c'est la question numéro 14, c'est la probabilité de réservation suite à l'échange. Et l'attitude, qui est la question numéro 13, l'attitude vis-à-vis d'une structure d'hébergement, à partir d'un ensemble de variables explicatives. J'ai tiré uniquement quelques variables pour cet exercice pédagogique d'une base de données que j'avais éditée précédemment. Donc, c'est une base de données de 360 répondants, ou 364, donc 360, voilà, 364 répondants. Et comme vous voyez, là, les données sont toutes codées. Hein. Donc, lorsque je switch entre l'affichage des codes ou l'affichage des réponses, là, je vois que tout est bien codé, surtout pour les étiquettes. Et donc, là, je viserai plus ou moins à tester un ensemble d'hypothèses de relations entre les variables, ces variables-là, qui sont les variables latentes principalement, et cette variable à expliquer, qui est une variable quantitative continue. Donc jusque-là, ça ressemble à la majorité des travaux que vous allez faire, dans le sens où la majorité des variables en sciences de gestion, surtout en marketing et en RH, sont des variables qui sont latentes, et même en finance comportementale ou en entrepreneuriat. Donc la majorité des variables sont des variables latentes, et c'est là où il y a les véritables exercices à faire. Pour le reste, si nous n'avons pas de variables latentes, c'est-à-dire si les questions sont comme ça, juste le genre homme-femme, être marié ou pas, le nombre d'enfants, l'âge, etc. Si j'ai envie de tester des hypothèses de relations pareilles, c'est-à-dire j'ai uniquement des variables observées et j'ai envie de tester des relations entre une variable observée et une variable observée, là, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas besoin de faire le test de factorisation et ce qu'on appelle les qualités psychométriques des échelles de mesure. Très bien. Donc, je vais commencer par le commencement. J'ai besoin de préparer les données pour l'analyse de données et pour le test des hypothèses. Parce que ce que j'ai envie de réaliser, c'est le test des hypothèses de la recherche. Et donc, j'ai cette variable qui s'appelle la force de l'argument. J'ai cette variable qui s'appelle la crédibilité du site web. J'ai cette variable qui s'appelle l'attitude. Et j'ai cette variable qui s'appelle l'intention d'achat. Et donc, j'ai envie de tester des relations d'hypothèses entre l'ensemble de ces variables, malgré que ces variables sont latentes. Donc, la première des choses, toujours lorsqu'on a envie de tester des hypothèses, il faudrait savoir quelle est la loi statistique qui va régir nos données. D'accord? Ça, c'est la toute première des choses qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle le test de la normalité de la distribution. D'accord? C'est le test de la normalité de la distribution pour voir est-ce que la distribution suit une loi normale ou pas. Donc, je rappelle rapidement que la loi normale s'appelle aussi la loi de Laplace-Gauss. Et c'est une loi pour les variables aléatoires continues, d'accord? Lorsque la majorité de mes données ou de mes variables sont quantitatives continues. Pour les variables plus ou moins qui sont à dominante discrète, on a d'autres types de lois, c'est-à-dire la loi de Bernoulli, la loi binomiale ou la loi de Poisson. Ou alors, nous avons d'autres types de lois continues aussi, à part la loi normale. Donc là, nous avons la loi normale, nous avons la loi normale qui sont très réduites. Nous avons la loi du Q2 de Pearson. Nous avons la loi de Student ou la loi de T ou de Student-Fisher, qu'on appelle aussi Student-Fisher. Nous avons aussi la loi de Fisher-Snedecor.
Bon, là, j'ai juste rappelé l'ensemble des lois qui existent. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous avons un ensemble de variables qui est très important et un ensemble de données qui est trop important, nous avons un théorème qui s'appelle le théorème central limite. Alors, il faudrait le noter, hein, c'est le théorème central limite, qui établit que l'ensemble des lois statistiques de beaucoup de variables, lorsque nous sommes en présence d'énormément de variables, tend vers une loi normale qui va être la somme de l'ensemble des distributions des variables aléatoires contenues dans le même échantillon ou dans la même distribution. D'accord? C'est-à-dire que lorsque nous avons une masse de données trop importante, c'est-à-dire, voilà, nous avons énormément de variables, énormément de données, 200, 300, etc., généralement, on ne se pose plus la question de voir est-ce que toutes mes données suivent une loi normale, parce que là, nous pouvons évoquer le théorème central limite qui établit que malgré que beaucoup de variables soient binaires, soient uniquement discrètes, etc., mais la majorité va tendre vers une loi normale selon le théorème, comme j'avais dit, de centrale limite. Maintenant, en quoi cela va m'intéresser? Pourquoi je vais vouloir m'intéresser à la loi normale? Parce que tout simplement, euh, la loi normale, c'est celle qui va éditer, plus ou moins, ou elle va m'aider à expliquer une variable aléatoire continue qui dépend de plusieurs causes indépendantes, dont les effets s'additionnent et dont on n'a pas de variable qui est prépondérante. C'est ce qu'on appelle les conditions de Borel, hein. Donc, les conditions de Borel. Je répète, la loi normale est mise en avant lorsque nous sommes dans un cas de variable aléatoire continue, une variable continue, qui dépend de plusieurs causes indépendantes. C'est-à-dire lorsque j'ai envie de faire une modélisation, expliquer une variable par beaucoup d'autres, lorsque la variable que je cherche à expliquer est une variable continue. D'accord? Là, nous avons besoin d'être vraiment confortablement en présence de la loi normale pour nous aider à éditer l'ensemble des tests statistiques que nous souhaitons. Et donc, une deuxième chose, et la dernière, par rapport aux lois de distribution statistique, lorsque j'ai une distribution qui suit une loi normale, là, je vais pouvoir élaborer des statistiques paramétriques. D'accord? Les statistiques paramétriques. Les statistiques paramétriques sont des statistiques qui se basent sur les paramètres de l'échantillon, qui sont généralement la moyenne, l'écart type et la variance. Par exemple, lorsque j'ai envie de faire appel aux coefficients de corrélation de personnes, par exemple, ça c'est un test paramétrique. Vous voyez, ce n'est pas un test non paramétrique. Lorsque j'ai envie de faire un ensemble de tests statistiques et j'ai envie vraiment de mesurer l'impact des relations, là, je suis en phase des statistiques paramétriques. Par la suite, nous allons parler des tests statistiques et nous allons étoffer la discussion par rapport aux tests paramétriques et aux tests non paramétriques. Donc, j'ai besoin de vérifier que ma population, la population à partir de laquelle l'échantillon est tiré suit une loi normale pour que je puisse élaborer des statistiques paramétriques. Maintenant, comment on va attester cela? La première des choses, c'est de vérifier si l'ensemble des variables de la recherche, hein, l'ensemble des variables que j'ai, là je parle des variables que je cherche à tester, vont suivre une loi normale. Donc, ce que je vais faire, c'est la première méthode. Hein. Analyse, statistique descriptive, explorer. Hein, explorer. Et là, je vais prendre l'ensemble des variables que j'ai. Donc, de la question numéro 1 jusqu'à la question numéro 14. Donc, je clique sur Shift pour sélectionner l'ensemble de ces variables-là.
et je les précise comme étant des variables dépendantes. Moi, j'ai envie de les considérer comme variables dépendantes, non pas parce que j'ai envie de tester les relations d'hypothèse, mais parce que j'ai envie que SPSS me considère chaque variable en tant que telle pour vérifier est-ce qu'elle vérifie les conditions de la normalité de la distribution. Et donc, je vais cliquer sur tracer et je clique sur tracer de répartition gaussien avec les tests. Moi, j'ai besoin d'avoir les tests de normalité. J'ai besoin d'avoir les tests de la normalité. Pas besoin d'avoir les tiges feuilles. Je pourrais avoir les histogrammes, si je veux. J'ai les boîtes à moustaches qui vont être éditées automatiquement et je vais vous montrer comment on interprète tout ça. Donc ça, c'est la première méthode. Je clique sur poursuivre. Pas besoin de faire autre chose, hein. Vous pourrez demander la statistique descriptive si nous voulons. Les options, je pourrais choisir d'exclure les observations incomplètes. Je n'ai pas besoin de faire un bootstrap ici. Le bootstrap, c'est lorsqu'on va générer des pseudo-échantillons, lorsque notre échantillon est trop faible. Par exemple, si j'ai un petit échantillon de 30, de 25 ou autre, et j'ai vraiment besoin de faire cela, là, on va simuler des échantillons selon la technique de bootstrap. Et donc, on pourrait générer, par exemple, 1000 personnes à partir des 30 que nous avons, juste pour permettre à certains tests statistiques ou à certaines manœuvres statistiques d'être effectives. Donc là, je n'ai pas besoin parce que j'ai un nombre important de répondants, donc je n'en ai pas besoin. Et donc, je rappelle que j'ai cliqué sur Analyse, Explorer, puis Statistique descriptive, Explorer, puis je veux ces tracés. J'ai envie d'avoir ces tracés et les tests. Poursuivre. OK. Donc, toujours lorsque j'édite une donnée ou une commande quelconque, là, j'ai les résultats qui vont être affichés sur la fenêtre des outputs. Alors, parce qu'on est en live ici, donc ça prend un petit peu de temps. Mais aussi parce que ça va générer un nombre important de boîtes à moustaches. Allez. Voilà, ça vient, voilà. Donc, là, il me donne un récapitulatif de l'ensemble des observations. Donc, je vérifie que j'ai 364 répondants. Je n'ai pas beaucoup de variables de données manquantes ici. Très bien. Par la suite, on passe au descriptif pour chaque variable. Pour chaque variable, il me donne la moyenne. Bon, toutes les statistiques descriptives, parce que j'ai coché sur statistiques descriptives, donc il va me donner la moyenne, variance, médiane, écart type, minimum, maximum, la plage, le coefficient d'asymétrie et d'aplatissement. Donc, il va me donner tout ça. Pas besoin de cela là tout de suite. Moi, j'ai besoin des tests de normalité. Voilà. Donc, les tests de normalité que vous voyez là, j'ai deux tests. J'ai le test de Kolmogorov-Smirnov et j'ai le test de Shapiro-Wilk. Ce sont les principaux tests de normalité sur lesquels on se base pour vérifier si effectivement les données suivent une loi normale ou pas. Là, je parle des données de la population et non pas de l'échantillon, pour essayer d'opérer les statistiques paramétriques. Donc, nous avons les deux parce que le test de Shapiro-Wilk, c'est un test statistique dédié uniquement au test de la normalité. C'est à ça que sert ce test-là. Et le test Kolmogorov-Smirnov, c'est un test non paramétrique qui s'adapte à tout type d'analyse, c'est-à-dire pas uniquement l'analyse de la normalité. Et son principal rôle, c'est qu'il compare les distributions des variables. Soit le test Kolmogorov-Smirnov va tester la distribution de deux variables, soit le test de Kolmogorov-Smirnov va comparer une distribution donnée, une distribution observée, à une distribution théorique. Dans notre cas ici,
La distribution observée, c'est celle des variables que j'ai, et la distribution théorique, c'est la distribution de la loi normale. Vous voyez? Et donc, c'est à ça que sert le test Kolmogorov-Smirnov. Mais le test de Shapiro-Wilk, pourquoi on nous donne ces deux tests? Parce que le test de Shapiro-Wilk, c'est un test qui est trop robuste et qui est, bon, je ne vais pas dire robuste, mais c'est un test qui est très sensible, lorsqu'on est face à des échantillons qui sont importants. Et donc, parfois, le test de Shapiro-Wilk dit que voilà, l'échantillon ne provient pas d'une population qui suit une distribution normale, juste parce que c'est un indicateur qui est extrêmement précis, extrêmement sensible. C'est pour ça qu'on le complète par le test de Kolmogorov-Smirnov et on fait un arbitrage entre les deux tests. Maintenant, pour mon cas à moi, j'ai l'ensemble des statistiques. Donc, pour interpréter les statistiques, je vais me baser sur le seuil de signification, le SIC. C'est le seuil de signification alpha. Pour les tests de normalité, il faut que l'alpha, c'est alpha, c'est-à-dire le seuil de signification, la probabilité de alpha, il faudrait qu'elle soit supérieure à 0,5 pour Kolmogorov-Smirnov et supérieure à 0,2 pour Shapiro-Wilk. Là, vous allez me dire, non, il faut qu'elle soit inférieure. Non, je vais vous dire que pour le test de normalité, on cherche à accepter H0. On ne cherche pas à rejeter H0. C'est l'inverse de l'ensemble des tests statistiques ordinaires. Parce que ça, c'est un test de distribution. Ce n'est pas un test de relation. D'accord? Et donc, l'hypothèse H0 stipule que la population provient, ou que l'échantillon provient d'une population qui suit une loi normale. L'hypothèse alternative H1, l'échantillon ne provient pas d'une population qui suit une loi normale. Et donc, les tests de Kolmogorov-Smirnov et les tests de Shapiro-Wilk me disent que les données proviennent de populations qui ne suivent pas une loi normale. Tout simplement. Pour vérifier cela, là, il me donne un peu les histogrammes, mais il va me montrer les tracés. Donc, les tracés, bon, je n'ai pas besoin de la question 1. Je pourrais la supprimer. Les tracés. Donc, les tracés, ou les QQ plots, ce sont des diagrammes qui permettent de comparer la fonction de répartition de l'échantillon que j'ai là, c'est la valeur observée, avec la valeur normale attendue, c'est-à-dire ce qu'elle aurait, ou la distribution qu'aurait une loi normale, de même moyenne et de même variance que les variables que j'ai là. Et donc, il faudrait qu'elles soient identiques. Vous voyez? Il faudrait qu'elles soient identiques. Là, je n'ai pas de distribution identique. Parce que bon, la majorité de mes questions-là sont des questions où il y a uniquement de 1 à 5. Hein, donc, je ne fais que de 1 à 5 pour la majorité. Donc, là, je vais voir un peu. Il faudrait qu'elles soient alignées là. Si nous avons la même moyenne et la même variance. Et là, c'est un diagramme d'écart par rapport à la normale. Donc, ça, c'est la normale. Et ça, c'est l'écart par rapport à la normale. Vous voyez? Donc, c'est ce que devaient être plutôt mes données. Et là, nous avons un aspect qui est plutôt en déphasage. Et donc, je vérifie la même chose. Donc, ça, c'est le box plot. C'est la boîte à moustache, vous voyez. Hein, donc, il n'y a pas de répartition qui est équitable. Ça n'a même pas l'allure d'une boîte à moustache. Je continue. Donc, vous voyez, ça, c'est l'histogramme. Ça, c'est l'histogramme. Donc, si j'ai envie d'avoir le même histogramme, mais avec la courbe de Gauss, je pourrais le demander. Analyse, statistique descriptive, fréquence. Je vais prendre cette variable-là et je vais demander l'histogramme avec la courbe de Gauss. Poursuivre. OK. Je l'aurai en bas. Donc, les données ne suivent pas forcément la courbe de Gauss, puisque la moyenne se situe ici. Donc, la moyenne est de 3,88. La moyenne est là. Mais ils ne sont pas symétriquement
répartis autour de la moyenne. Hein. J'ai deux modalités qui sont trop importantes à droite et j'ai de faibles modalités à gauche. Donc, ce n'est pas une répartition symétrique à 100% et donc, je n'ai pas ici une répartition de loi normale. Je continue. Par rapport à la deuxième variable également, je vérifie les boîtes à moustaches. Celle-là, d'accord, un petit peu, mais j'ai une condensation en bas et non en haut de la moyenne. Donc là, c'est la moyenne. Boîte à moustaches encore. Vous voyez, je n'ai pas de boîte à moustaches qui est vraiment bien faite. Bon, déjà, ça pourrait être dû à la nature des variables. Voilà, ça, c'est une boîte à moustaches qui est relativement où il y a une petite répartition plus ou moins équitable, mais tout est, voilà, mais bah, les moustaches ne sont pas bonnes. Hein. Là, j'ai la répartition entre la moyenne et l'écart type, comme vous voyez, mais là, je n'ai pas véritablement de minima et maxima qui sont aussi qui sont bons. Donc, toutes mes boîtes à moustaches ne sont pas excellentes. Celle-là, plus ou moins, oui, plus ou moins, mais elle n'est pas symétrique. Elle n'est pas symétrique autour de la moyenne. Donc, toujours, je cherche la symétrie par rapport à la moyenne. Et donc, voilà, celle-là, elle est relativement bonne. Celle-là, elle est relativement bonne. C'est la question numéro 13. C'est l'attitude, le premier item de l'attitude. Elle est assez bonne. Donc, je pourrais dire, voilà, vous voyez, elle s'approche un peu de la moyenne. Mais quand même, là, elle s'écarte significativement, malgré que la boîte à moustache est bonne. Toujours, nous avons besoin de croiser l'ensemble des tests et l'ensemble des critères pour prendre une décision. D'accord? Je n'ai pas besoin de prendre uniquement les boîtes à moustaches pour décider. Non, la décision vient de tests statistiques. Donc là, je vois que les questions de l'attitude sont plus ou moins bien distribuées. Donc j'ai une répartition symétrique par rapport à la moyenne. Donc ça c'est la moyenne, c'est l'écart type. Les bornes supérieures et inférieures. Et là, nous avons les valeurs extrêmes qui sont plus ou moins bien organisées. Tout est bon, OK, OK. Mais quand même, cela ne suit pas la normalité. Donc, est-ce que ça suffit pour que je prenne une décision? Non. Parce que si je vais me contenter uniquement de cela, je vais dire mes données ne suivent pas une loi normale et donc j'irai directement faire des statistiques non paramétriques. Or, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie quand même de faire des statistiques paramétriques et donc je verrai est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent me permettre de passer aux statistiques paramétriques. Donc là, nous avons vérifié deux options. Donc la première option, c'est l'option du test de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls et uniques tests statistiques. Nous avons le test Q2, nous avons le test Lilly-Force, nous avons le test Anderson-Darling, nous avons le test de Jarque-Berra. Mais bon, en tout cas, pratiquement tous, ils donnent les mêmes résultats si Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk ne sont pas significatifs. La deuxième option, c'est de se contenter uniquement. La deuxième option, c'est de se contenter uniquement des tracés. Donc, il y a des thèses, il y a des travaux de recherche qui se contentent uniquement des tracés des plots, des QQ-plots, pour montrer la distribution de la variable par rapport à la moyenne. Donc, si je vois qu'il y a un alignement, je pourrais accepter. Je pourrais dire qu'il y a de légères aberrations, mais je peux quand même accepter. Nous avons une troisième option. C'est l'option proposée par Caricano, Puyol et Bertrand Dias. Donc, Caricano, Puyol et Bertrand Dias, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous pouvons évaluer une distribution, et là, eux, ils parlent des sciences de gestion du point de vue particulier. D'accord? Là, nous ne sommes pas vraiment dans les statistiques robustes, nous ne sommes pas dans la statistique dure. Ils disent, il y a une option, c'est de vérifier les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement. Les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement de la distribution, et essayer de voir est-ce que les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement sont acceptables ou pas. Et donc, comment on fait?
analyse descriptive, statistique descriptive, fréquence. Là, je vais prendre l'ensemble de mes variables. Donc, de la question numéro 1, non, de la question numéro 2, pardon, jusqu'à la question numéro 14. Et je vais demander à avoir la symétrie et l'aplatissement. C'est le skewness et le kurtosis. Pas besoin d'avoir ça. Pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Les voilà. La symétrie et l'aplatissement. Donc là, nous avons la symétrie et nous avons l'aplatissement. Et là, nous avons aussi l'erreur de la symétrie et l'erreur de l'aplatissement. Les erreurs, c'est-à-dire, ce sont les erreurs standards de la symétrie et du corticis, qui est l'aplatissement. C'est le rapport entre le coefficient et l'erreur standard par rapport à la normalité. D'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une erreur par rapport à la distribution normale? Et donc, Caricano, Puyol et Bertrand-Dias, en 2010, ils ont stipulé que les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement doivent être compris entre moins 1,5 et plus 1,5 pour la symétrie et moins 2 et 2 pour l'aplatissement. D'accord? Donc, moins 1,5 plus 1,5, moins 2 jusqu'à plus 2. Et que les erreurs standards soient entre moins 2 et plus 2. Si c'est compris entre moins 2 et plus 2 pour toutes les erreurs, que ce soit d'asymétrie et d'aplatissement, on peut accepter la normalité pour le cas particulier des sciences de gestion lorsque nous ne cherchons pas à avoir une très très grande précision des statistiques. Ça, ce sont les erreurs d'asymétrie et d'aplatissement. Les voilà, l'erreur d'asymétrie et l'erreur d'aplatissement, c'est l'erreur standard, c'est-à-dire l'erreur avec laquelle la symétrie s'écarte de la distribution normale, et ça, c'est l'erreur de la distribution du kurtosis par rapport aux valeurs de la loi normale. Et donc, je rappelle, par rapport à l'évaluation d'une distribution quelconque, dans le cas d'une loi normale parfaite, la symétrie devrait être égale à 0, c'est-à-dire c'est parfaitement symétrique. Ce qui indique que la distribution est parfaitement symétrique autour de la moyenne. Donc, les auteurs, qui sont Caricano et Puyol, stipulent qu'il est véritablement impossible de trouver une distribution parfaitement symétrique. Et donc, on accepte un coefficient compris entre moins 1,5 jusqu'à moins 2, avec un degré de précision entre 1 et 1,24. Et en ce qui concerne l'aplatissement, c'est-à-dire on observe la forme de la courbe de la cloche, et dans le cas où la forme de la courbe serait effectivement et parfaitement celle d'une cloche, le kurtosis va aussi tendre vers 0, ce qui est, dans la pratique, très difficilement observable, et donc on peut aussi accepter un coefficient kurtosis compris entre moins 2 et 2. Et donc ça pourrait être une condition d'acceptation de l'asymétrie et de l'aplatissement dans la mesure où nous cherchons à valider des relations d'hypothèses et nous ne voulons pas avoir des modèles prédictifs exacts. Si l'objectif maintenant de la thèse est de prédire des comportements, de proposer des modèles prédictifs exacts en finance ou quelque chose qui est vraiment chiffré, il faudrait revenir aux tests Kolmogorov, Smirnov et Shapiro-Wilk pour vérifier quels sont les tests statistiques que vous devez faire pour effectivement dire si la distribution suit une loi normale ou pas. Très bien, donc ça c'est par rapport à la normalité. Nous avons
je pense que nous avons traité l'ensemble des cas possibles. Maintenant, si jamais la normalité n'est pas observée, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est bon? On se dit, on va se contenter uniquement des statistiques non paramétriques? Non. C'est-à-dire, on a la possibilité d'appliquer des statistiques non paramétriques, d'accord? Mais généralement, les statistiques non paramétriques ne nous donnent pas de force de la relation et donc généralement, elles ne sont pas concluantes. Et donc, on pourrait aussi, malgré que les statistiques sont non paramétriques ou pas, malgré que les données ne suivent pas la normalité, on peut appliquer des tests robustes, c'est-à-dire non sensibles à la normalité, comme le test T, l'ANOVA, les régressions et les plans d'expérience. Et on doit aussi penser à avoir des analyses de données en équations structurelles. Les équations structurelles qui prennent le maximum de vraisemblance sont aussi des statistiques qu'on peut faire si nous n'avons pas une normalité de distribution. Là, c'est généralement les statistiques sous PLS, partial least square, sont aussi des statistiques possibles si jamais nous n'avons pas les conditions de la normalité qui sont réunies. Et la dernière chose, si nous avons un échantillon qui est suffisamment grand, c'est-à-dire 400, 500, 600, même celui-là, 300, auquel on peut considérer que c'est un échantillon suffisamment grand, donc généralement, dès lors que l'échantillon dépasse les 200, on peut, comme j'avais dit au début, on peut dire que le théorème central limite de Laplace stipule que malgré que les données individuelles ne suivent pas une loi normale, une moyenne issue de toutes ces données suivra une tendance de loi normale et nous cherchons à tester un modèle global. Nous ne cherchons pas à tester uniquement des relations binaires. Vous voyez, lorsque vous cherchez à tester un modèle global, là, vous allez pouvoir mettre en avant le théorème de centrale limite de Laplace et dire que vous testez un modèle global et donc la sommation de l'ensemble des variables pourrait tendre vers une loi normale malgré que les variables ne suivent pas une loi normale. Très bien. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je vais essayer de traiter vos questions. Je vais essayer de traiter vos questions. Parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Donc, je vais commencer par répondre aux questions. J'ai une question qui dit le pré-test de l'instrument de mesure. Attendez. De Emma, le pré-test de l'instrument de mesure. Pour le pré-test, il faut faire un test de fiabilité et un test de validité. Oui, il faut faire un test de fiabilité et de validité, mais ça va venir juste après. C'est-à-dire, la première des choses, c'est de vérifier est-ce que les données sont factorisables. Est-ce que les données suivent une loi normale pour savoir est-ce que les analyses factorielles en composantes principales s'adaptent à mon modèle ou pas? Vous voyez, est-ce qu'elles s'adaptent à mes données ou pas? Le problème, c'est lorsque vous avez un faible échantillon. Vous n'avez que 120, 80, 100, etc. Là, vous avez un problème. Vous voyez, lorsque vous avez 250, 300 et plus, vous n'aurez pas de problème. Là, vous pouvez directement vous dire, il n'y a pas de problème, on pourrait se baser sur les conditions de normalité de Caricano, Puyol et Bertrand-Diaz. Si c'est entre moins 1,5 et plus 1,5 pour la symétrie, et si c'est entre, voilà, ça pourrait même aller jusqu'à 2 et 2 pour les erreurs, on pourrait dire, d'accord, on pourrait accepter cela et on y va vers les tests de la validité en se basant sur les ACP. Mais lorsque vous avez des faibles échantillons, ou alors lorsque vous n'avez pas un modèle global, lorsque vous n'avez que des relations, et je pense que j'avais expliqué ça auparavant, j'avais expliqué c'est quoi la différence entre un test de modèle et un test de relation.
Un test de modèle, c'est lorsque une seule variable à expliquer est déterminée par plusieurs variables explicatives à la fois. Lorsque y est égal à x1 plus bx2 plus cx3, etc., etc., là, vous avez un modèle global. Lorsque vous avez beaucoup de relations à la fois et lorsque vous avez beaucoup de données, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez tester quelques relations et pour chaque relation, vous allez adopter un test statistique particulier, là, vous aurez besoin de revenir pour vérifier les conditions de normalité et par la suite sélectionner le test statistique adéquat à vos données en fonction de leur nature pour que vous soyez correct. Et là, je parle surtout aux gens qui vont faire des thèses en finance, en économie, en économétrie, etc. Les gens de l'économie et de l'économétrie sont plus concernés par ça, hein, sont plus concernés par ça. Et les gens qui font des thèses en marketing ou en RH sont un peu moins concernés par ça, parce que généralement, les échantillons sont facilement, les gros échantillons sont facilement atteignables et vous cherchez les tendances générales des hypothèses. Oui, d'autres questions? Rihab Boumehdi, il dit, s'il vous plaît, comment dupliquer les réponses si on a un nombre réduit de réponses? Il ne faut pas dupliquer, mais vous allez, adopter les techniques de bootstrapping pour simuler de gros échantillons juste pour réaliser quelques tests statistiques. Mais il ne s'agit pas de dupliquer. Non, la duplication, c'est une erreur et ce n'est pas honnête intellectuellement. Pour Kautar Hussein, il dit pourquoi il y a un problème avec les valeurs de 100 ou 120 comme échantillon. Non, ce n'est pas un problème. Je dis lorsque vous avez des échantillons de 100 ou de 120, il faudrait juste que vous soyez minutieux par rapport au choix des tests statistiques. Je ne dis pas que c'est un problème, parce qu'effectivement, il y a des populations qui ne contiennent que ces nombres-là. Par exemple, j'ai fait une étude sur les entreprises marocaines qui opèrent dans une industrie pétrochimique, par exemple. Donc, l'échantillon national ne va pas dépasser les, je sais pas, les 150 ou les 200 ou les 300 entreprises. Donc, un échantillon de 80 va être un échantillon déjà significatif statistiquement. Je dis juste que lorsque vous aurez des échantillons faibles, il faudrait que vous soyez minutieux et n'acceptez pas les lois qui s'appliquent aux grands échantillons. Pour Abdou, anesthésiste, euh, pour le kurtosis, certains proposent de diviser le test sur l'erreur standard. Exactement. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est le rapport entre le test et l'erreur standard. C'est entre moins 2 et 2, ou alors entre moins 1,96 et plus 1,96. Alors, pour Kautal Ocean, est-ce qu'on a besoin de tester ou de passer le test à toutes les variables ou seulement les variables dépendantes? Bon, en principe, c'est toutes les variables. On a besoin de toutes les variables. Pourquoi? Parce que nous avons des relations et dans les relations, il y a voilà, deux variables dans une même relation. Il faudrait vérifier la loi de distribution de ces deux variables. Par exemple, si j'ai une variable binaire sur une variable quantitative continue et l'échantillon est réduit, vous voyez là, ce n'est pas véritablement la loi normale parce que j'aurai deux catégories. Walid Ben Allah, oui, effectivement, la méthode PLS ne requiert pas la normalité comme prémisse. C'est pour ça que beaucoup de chercheurs aujourd'hui optent pour la méthode PLS, qui est une méthode simple d'équation structurelle pour tester les relations et donc sans passer par les statistiques paramétriques. Si on a, pour les HAB, si vous avez deux variables indépendantes, est-ce
est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on doit effectuer le test de normalité? Oui, bien sûr, bien sûr. Le test de normalité, c'est la première des choses à faire avant de faire n'importe quel test statistique. C'est la première chose à faire, c'est le test de normalité. Si Walid, prière de réexpliquer pourquoi votre choix porte sur les variables dépendantes pour le test de normalité. Dans cet exemple-là, je répète, j'ai fait analyse, statistique descriptive, explorer. En principe, là, ça ne va explorer que la variable dépendante pour faire le tracé. En principe, ce test, à quoi il sert? Je pourrais tester, par exemple, je vais prendre un autre exemple ici, la probabilité de réservation suite à l'échange, la voilà, et marié, non marié. Donc ça, c'est un facteur. Là, vous allez voir qu'est-ce qu'il va me donner. Tracé, OK. Donc, test de normalité, il va me prendre cette variable qui est la probabilité de réservation et il va scinder l'échantillon en deux sous-groupes. Un groupe des mariés et un groupe des non-mariés. Vous voyez? Donc, un groupe des mariés, un groupe des non-mariés. Il va me tester la distribution des mariés dans cet exemple. Et il va me tester la distribution des non-mariés dans cet exemple. Vous voyez? Et donc, là, ça va me donner des valeurs différentes. Donc là, je vois que les mariés, euh, plus ou moins, s'approchent un petit peu de la normalité que les non-mariés. Vous voyez? Parce que c'est proche de 0,05 pour le test de Kolmogorov-Smirnov. Mais pour le test de Shapiro-Wilk, ils sont loin. Et donc, je pourrais faire la même chose, mais l'interprétation va être un peu compliquée. Il faudrait juste que vous soyez exercé pour savoir comment interpréter ça. Donc, je pourrais prendre carrément mon modèle, tout mon modèle, donc la variable dépendante, là, voilà, et prendre toutes les variables explicatives. Et voilà. Alors, je vais diminuer un peu, donc je ne vais pas demander à cette descriptive. Bon, je pense qu'il en a besoin. OK. OK. On va attendre un petit peu. Ça va prendre un peu de temps. Tout à l'heure, j'ai pris l'ensemble des variables que j'ai et j'ai essayé de voir est-ce qu'elles suivent la normalité ou pas. Maintenant, je vais prendre mon modèle entier et voir combien d'observations vérifient la normalité et combien d'observations ne vérifient pas la normalité. Ça prend beaucoup de temps. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai ici. Test de normalité. Je pense. Donc, ce qu'il va faire, il va
me proposer, allez, où le log, sur le dernier, ok. Donc, on va essayer de voir un peu l'ensemble des... Il y a un avertissement. Il me dit qu'il y a une constante, il n'y a pas de problème. Normalité. Pour la question 14, avec la question 2. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord suivent une loi normale parce que le sig est supérieur à 0,05 et Shapiro-Wilk est supérieur à 0,02. Mais le reste ne suit pas une loi normale. Ça, c'est pour le croisement entre la question 2 et la question 14. Pour le premier item. Pour le deuxième item, le voilà. C'est la même chose. Pour le troisième item, le voilà, c'est la même chose. Donc, pour le quatrième item, et ainsi de suite. Vous voyez? Et là, nous allons voir parmi l'ensemble des variables combien suivent une loi normale. Donc, j'ai toujours la première modalité qui suit une loi normale, mais les autres ne la suivent pas. Toujours. Non, celle-là, c'est un peu inférieur. Et donc, la question 8 ne suit pas vraiment une loi normale. Donc, si nous voulons le test exact, là, nous n'avons pas véritablement une loi normale. Et donc, on ne va pas nous baser sur le test de Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk, sauf si nous avons un grand échantillon. Dans mon cas, j'ai un grand échantillon, donc je peux dire, d'accord, je peux contourner cette normalité et je pourrais directement aller vers les équations structurelles par le maximum de vraisemblance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais voir ici. Bon, je parle sous le contrôle de notre professeur, c'est Mohamed Aït Babram. J'espère qu'il est toujours avec nous. C'est un expert en statistique. D'ailleurs, c'est lui qui m'a initié aux statistiques, que je remercie infiniment. Professeur Mohamed Aït Babram, il est avec nous. D'ailleurs, il donne des cours sur une page. Je pense formation gratuite ou coaching gratuit pour les doctorants. Je vous invite à suivre ces lives. Ils sont enregistrés sur la page. Si vous voulez apprendre davantage en statistique, là, ce que nous voyons, c'est une statistique appliquée sur le logiciel. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, avant qu'on finisse ce live. Donc, pour récapituler, avant d'effectuer un quelconque test statistique, la première des choses, on vérifie si les données suivent une loi normale ou on fait le test pour savoir si l'échantillon provient d'une population qui suit une loi normale. Si c'est le cas, OK, on peut foncer pour les statistiques paramétriques, on peut foncer pour tous les tests qu'on souhaite sans aucun problème. Sinon, on essaie de voir c'est dû à quoi. Est-ce que c'est dû à la nature des variables elles-mêmes qui ne sont pas toutes quantitatives continues? Est-ce que c'est dû à la taille de l'échantillon? Ou est-ce que c'est dû à
c'est dû à autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si notre échantillon est grand, on va évoquer le théorème central limite et dire, malgré que les variables ne suivent pas individuellement une loi normale, mais la sommation pourrait suivre une loi normale sans aucun problème parce que notre échantillon est grand. Deuxième option, on peut opter pour les statistiques non paramétriques. Et juste pour vous dire, pour chaque test paramétrique, on a un équivalent non paramétrique. C'est-à-dire, pour tester vos hypothèses, il faudrait juste avoir les tests non paramétriques. Mais la limite des tests non paramétriques, c'est que ils sont robustes, d'accord, parce qu'ils peuvent résister à la non-normalité de la distribution, mais ils ne sont pas extrêmement précis. Ils vous donnent juste une idée générale si l'hypothèse est validée ou non, et ils ne vous donnent pas d'indicateurs précis pour mesurer l'intensité de cette relation. Vous voyez? Et donc, le conseil que je vous donne, avant de vous lancer à la collecte de données, vérifiez que vous avez suffisamment de données quantitatives, vérifiez que vous avez un bon échantillon et vérifiez que vous ne vous trompez pas en choisissant une cible ou une autre parce que vous risquez de ne pas l'avoir, tout simplement. Donc, le professeur, c'est Si Mohamed Ait Babram. Donc, je vais écrire son nom. Il est avec nous. Je l'invite juste, bah, s'il est toujours avec nous, je l'invite juste à dire un petit coucou, dire un petit bonjour pour que les participants puissent le reconnaître. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous ou s'il est parti. C'est le professeur Mohamed Ait Babram. Donc là, j'ai mis son nom en commentaire. Il a des cours, il donne des cours aussi. Nous avons aussi d'autres cours qui sont sur Alaya Futa, qui sont également en statistique. Mais ces cours à lui, donc il y va très doucement. Et il explique les choses d'une manière analytique manuelle pour comprendre d'où viennent les choses. Très bien. Donc ce live touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. La séance prochaine, ça va être un peu moins compliqué parce que la séance prochaine, on va passer à l'ACP. Donc, on va considérer la normalité de la distribution pour la séance prochaine. On va considérer la normalité de la distribution et on y va vers les statistiques factorielles pour la réduction des dimensions et pour vous montrer comment on passe de variables latentes à des scores de variables qui sont des scores de régression pour tester les hypothèses. Et lorsque nous allons vouloir réduire ces dimensions, c'est là où nous allons attester la qualité psychométrique des échelles de mesure et c'est là où nous allons vérifier la validité et la fiabilité des instruments. Très bien. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.